La judéité, qui est paru en janvier aux éditions Champvallon, parce qu'il est plus général, il fait le point sur la question de l'identité juive dans la littérature dans l'ensemble du XXe siècle, à partir de l'affaire Dreyfus jusqu'à l'époque actuelle. Et puis dans un deuxième temps, je ferai un gros plan donc, sur Albert Cohen, pour voir un petit peu ce qu'il en est de la mise en scène et des enjeux de la question de l'identité dans ces textes. Voilà, donc si je commence par celui-ci, le point de départ de ce livre, c'est finalement qu'il y a une sorte de malaise qui a traversé l'ensemble du XXe siècle par rapport à l'identité juive. Alors un malaise qui est un malaise social, mais qui a aussi des raisons historiques et des raisons plus spécifiquement littéraires. Et si on regarde bien les réflexions qui ont été proposées sur cette thématique, on constate qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui abordent la question des camps de concentration, beaucoup d'ouvrages qui traitent de la question de l'antisémitisme, mais aucun qui se penche vraiment sur les enjeux de l'identité juive proprement au sein de la littérature. Et c'est pourtant on a un grand nombre d'écrivains d'origine juive dans la littérature française et qui ont centré leur œuvre sur l'interrogation de cette identité, pas forcément uniquement, mais une part non négligeable de leur œuvre. Je pense à Romain Gary, à Albert Cohen, à Georges Perec, et on pourrait poser aussi la question chez Modiano, une question qui est problématique aussi, mais la réponse sera peut-être donnée donc la semaine prochaine. Voilà, et donc si vous voulez, on peut schématiquement dire que le XXe siècle est divisé en deux temps autour de cette question de l'identité juive. La première moitié du siècle avant la Seconde Guerre mondiale, et puis les années 30, et puis la deuxième moitié après la Seconde Guerre mondiale. Au début du siècle, on est dans une époque plutôt de défoulement autour de l'identité juive, alors que dans la deuxième moitié du siècle, après Auschwitz, on va entrer dans une ère qui est plus proche du refoulement, avec bien sûr des tas de nuances, bien entendu, mais c'est pour bien comprendre la dynamique d'ensemble. Au début du siècle, autour de l'affaire Dreyfus, il est tout à fait légitime d'être antisémite. Les antisémites sont des intellectuels reconnus, ils ont pignon sur rue, Drummond, entre autres, Barès, etc., qui sont tout à fait valorisés. Ce qui fait que le terme même de juif est utilisé comme une insulte et que les écrivains d'origine juive sont appelés à répondre de leur identité par rapport aux critiques formulées de la part des antisémites, ce qui fait qu'on observe à partir de l'affaire Dreyfus une sorte de naissance d'une littérature qui va interroger la question de l'identité juive alors qu'elle n'existait pas avant. Donc autour de ce qu'on a appelé notamment la Renaissance juive dans les années 20, avec des écrivains qui sont aujourd'hui moins connus comme André Spire, Edmond Flegg, Julien Benda, Bernard Lazare, et puis aussi Albert Cohen qui commence à écrire au début du siècle, même s'il devient connu seulement en 68 avec la publication de Belle du Seigneur. Mais toute son œuvre est en fait écrite dans la première moitié du XXe siècle. Si vous voulez, Belle du Seigneur, c'est un roman qui est mis en chantier dès 1930. Donc Albert Cohen passe 38 ans à l'écrire et à le réécrire. Le manuscrit est plus de 10 000 pages qui ont été écrites, changées, des tas de versions. Donc il fait vraiment partie de cette première partie du siècle, c'est dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, son œuvre se situe temporellement dans l'intrigue avant les camps de concentration au moment de la montée du nazisme. Voilà, donc à cette époque-là, vraiment, donc le juif est amené à se définir depuis les stéréotypes antisémites, qui sont d'ailleurs des stéréotypes tout à fait partagés, même par les écrivains d'origine juive, qui les reprennent à leur compte.
mais souvent pour les transformer, transformer en fait ce qui est un signe péjoratif en quelque chose, en une entreprise de valorisation. On peut le voir aussi par exemple chez Proust, dont l'œuvre regorge de clichés antisémites, qui aujourd'hui seraient des clichés antisémites, mais qui dans le contexte de l'œuvre de Proust ne le sont pas forcément. Voilà, donc là c'est vraiment, si vous voulez, l'antagonisme qui permet l'émergence de cette littérature. Simplement, après les camps, le contexte change radicalement. L'extermination est bien sûr un traumatisme immense, aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs. Les intellectuels antisémites disparaissent totalement. Il n'est plus du tout possible de faire de l'antisémitisme une sorte de métier, journalisme, etc. Ce qui fait qu'il y a un tabou qui commence à se mettre en place sur cette question de l'identité, et la plupart des écrivains, pas tous, mais un certain nombre, font silence sur cette question-là pendant toute une période qui ira, alors avec des rythmes différents bien sûr, mais il y a un réveil très manifeste de cette question qui accompagne aussi la prise de conscience de la question de l'occupation, parce que pendant tout l'après-guerre, jusque dans les années 60-70, on occulte le fait de la collaboration française. Et donc ces deux mémoires vont se réveiller en même temps. À la fin des années 60, aux années 70, l'un des facteurs, on va dire que c'est grosso modo autour de mai 68 que vraiment les choses commencent à changer de façon très visible. Donc dans l'après-guerre, en fait, il y a plusieurs facteurs qui influencent ce silence. D'abord, bien sûr, donc, le facteur traumatique. En deuxième temps, il y a aussi l'impossibilité de rendre compte d'une expérience qui dépasse la rationalité, qui dépasse l'entendement. Et d'ailleurs, on le constate, la plupart des témoignages, alors, il y a beaucoup de témoignages sur les déportations, etc., immédiatement dans l'immédiat après-guerre. Mais les témoignages plus élaborés, sous forme littéraire, etc., vont mettre beaucoup plus de temps à émerger. Et d'ailleurs, les premiers témoignages qu'on va trouver, Robert Antelme, David Rousset, sont des témoignages de déportés politiques. Parce que, de toute façon, au tout début de l'après-guerre, on ne sépare pas vraiment la déportation politique de la déportation juive, qui sont un petit peu mises sur le même plan, et il faudra un certain temps pour que les questions soient vraiment distinguées et qu'on observe effectivement la différence. Donc il y a vraiment cette question du témoignage qui se pose aussi de façon très cruciale pour tous ceux qui ne sont pas des témoins. Parce que finalement, après-guerre, la première forme d'expression littéraire sur la question de l'identité juive, ça va être celle du témoignage. Donc les rescapés qui vont parler de leur expérience. Donc on a, et c'est vraiment, si vous voulez, maintenant l'identité juive est définitivement définie par la rupture qu'a inaugurée Auschwitz. Ce qui fait que tous ceux qui n'ont pas connu cette expérience se retrouvent face à une question impossible. Comment évoquer cette identité, cette expérience qu'ils n'ont pas connue, eux qui ne sont pas des témoins, ils n'ont aucune légitimité à parler. C'est très manifeste dans l'œuvre de Pérec, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. C'est manifeste aussi chez un écrivain comme André Schwarzbart, je ne sais pas si vous le connaissez, qui publie Le Dernier des Justes. Le Dernier des Justes, qui est une fiction, alors qui n'est pas consacrée que à Auschwitz, mais qui est une sorte de grande fresque légendaire et historique qui retrace la légende des Justes, donc des Justes en fait qui à chaque génération viennent sauver les Juifs des persécutions. Donc ça part du Moyen-Âge et ça se termine dans les camps de concentration. Simplement c'est une fiction et ça a déclenché un scandale, une polémique qui est assez inimaginable à l'heure actuelle. On a reproché à André Schwarzbart justement de parler de ce qu'il ne connaissait pas. Et parce qu'en fait la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut parler des camps par une fiction ? Et les premiers témoins qui vont témoigner par écrit, comme par exemple Elie Wiesel, vont
progressivement modifié leur position sur cette question-là. Au départ, c'est véritablement le témoignage autobiographique qui est la seule forme envisageable. Mais par exemple, Elie Wiesel comprend assez vite que les témoins vont finir par s'éteindre et que pour entretenir cette mémoire, il y a un devoir de mémoire pour que ça ne se reproduise pas, qui doit être relayé désormais par des gens qui n'ont pas connu cette expérience et qui vont écrire des fictions. Donc si je prends par exemple l'exemple de l'œuvre de Georges Perec, Perec commence à écrire d'abord des articles dans une revue d'influence marxiste, donc qui ne va pas vraiment voir le jour, et puis ensuite, donc il est surtout très connu, il accède à la notoriété avec son premier roman qui est Les Choses. Donc un roman sur lequel on peut retrouver la question d'identité juive, mais c'est vraiment a posteriori, après avoir lu le reste de l'œuvre, le thème n'est pas présent explicitement. Ensuite, deux autres romans, et puis un tournant qui arrive en 69 avec la publication de La Disparition. Alors La Disparition, c'est un roman qui est connu, c'est le fameux roman sans E, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un lipogramme. Perec a décidé d'écrire un roman de plus de 300 pages sans utiliser une seule fois la lettre E. Donc vous pouvez le prendre, le vérifier, vous ne trouverez pas un seul E, sauf dans les passages qui sont imprimés en rouge, au début et à la fin du roman, notamment sur la couverture, Georges Perec, il n'était pas possible d'enlever le E. Et donc là, ils ont été imprimés en rouge pour les différencier du noir sur blanc, qui est le lieu où la règle du lipogramme, suppression du E, est appliquée du début à la fin. Alors c'est un roman qui est très connu, comme une sorte de prouesse, mais qui est moins souvent lu, véritablement, et compris. Si je résume rapidement, c'est une intrigue policière, un petit peu rocambolesque, dans laquelle des personnages disparaissent successivement. Le premier à disparaître s'appelle Anton Voil, et son nom, Voil, c'est le début du mot voyelle, donc c'est une image de cette voyelle qui a disparu. Et chaque personnage va successivement disparaître, et on apprend progressivement que ces personnages sont reliés par des liens, ils appartiennent tous à une même famille, et en fait c'est un clan qui, pour des raisons, je passe sur ces raisons, mais pour des raisons de succession dans le clan, ont décidé d'imposer la loi d'un seul enfant. Or, il y a des fratries à 6, notamment 2 fois 3, donc 6 enfants qui naissent régulièrement. Et donc là, il s'agit d'éliminer ces 6 enfants qui ont enfreint la loi du camp. Et dans l'ensemble du texte, il y a de multiples dispositifs qui sont destinés à chiffrer la disparition du E. Donc je vous en donne quelques-uns, mais ils sont innombrables. On pourrait y passer la nuit, voire la journée de demain. Juste quelques-uns. Vous avez tout un ensemble d'objets dans le roman qui sont il y a 26 objets, donc qui fonctionnent par 26, et il en manque généralement donc le 5e, A, B, C, D, E, puisque c'est la 5e lettre qui a disparu. Le roman est constitué de 26 chapitres, et il manque le 5e chapitre. De même, vous avez des groupes de 6 ou de 5, ça dépend, c'est le nombre de voyelles, tout dépend si on compte le Y ou pas, dans lequel manque le 2e objet, donc c'est le E, 2e voyelle, et c'est pour ça que le roman a 6 parties, dont il manque la 2e. Donc voilà, à de très nombreuses échelles, la disparition du E est censée scripter. Mais si on en reste là, on est dans l'ordre de la prouesse technique. Or, la question que pose Perec, c'est celle de l'extermination et du génocide, parce que justement, tous ces personnages ont en commun d'être les membres d'une même famille, et ils sont tous marqués d'un signe, un signe qui est innommable dans le roman, c'est un E. C'est la lettre E, en fait, qui évoque, bien entendu, l'étoile juive, la circoncision, un signe qui les voue à la mort. On ne sait pas pourquoi ils sont vraiment voués à la mort, hormis cette loi du clan, c'est-à-dire une loi injuste, arbitraire, qui est véritablement la loi de l'extermination, la loi d'Auschwitz. Et si vous voulez, le E n'est pas choisi au hasard, c'est le E de Perec, bien entendu, c'est le E du nom juif, mais c'est le E aussi de mère, de elle. La mère, c'est celle qui a disparu dans les camps de concentration. Or, la particularité, et c'est ça la difficulté que Perec affronte, la difficulté, c'est que sa mère n'est pas morte, elle n'a pas été enterrée, elle a disparu. Ce qui n'est pas la même chose, elle n'a pas de tombe. Et c'est un véritable problème pour faire le deuil. Et ça, c'est le problème qu'affrontent effectivement les descendants ou les rescapés de ceux qui ont été déportés.
c'est le problème de pouvoir faire son deuil, ce que, en partie, a tenté de permettre le mémorial de la Shoah avec Serge Klarsfeld, les listes de noms justement qu'on inscrit pour inscrire ces noms, pour les conserver, pour suppléer finalement cette tombe absente. Si bien que la disparition, c'est justement la disparition du peuple juif, c'est aussi eux, EUX, les juifs déportés, et ce n'est pas simplement des morts dont il est question dans le roman. Tous les personnages, lorsqu'ils meurent, en fait ils disparaissent. C'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais leur corps, ils laissent un blanc, un vide. Voilà, donc si vous voulez, dans l'œuvre de Pérec, 1969, c'est vraiment un tournant. C'est la première exploration de cet événement qui lui a ravi son identité, qui l'empêche de se définir, qui a brisé sa famille. Vous voyez que c'est une exploration qui se fait encore dans l'ordre de l'implicite. Il y a quelque chose d'un dispositif qu'on pourrait analyser en termes freudiens, une sorte d'exploration d'un refoulé, mais qui ne lève pas totalement le refoulé, puisque ça reste dans le non-dit. Le roman ne dit jamais qu'il s'agit d'une déportation. Il y aura plus tard un autre roman qui s'appelle Les Revenantes, Revenante écrit avec une faute d'orthographe, de E, enfin 3 à la fin, donc à la place du A, et c'est le retour du E. Là c'est un roman, c'est un monovocalise, c'est-à-dire qu'il est écrit uniquement avec la voyelle E à la place de toutes les autres. Donc là c'est vraiment la levée de toutes les censures dans ce texte. Et puis après la disparition, on voit bien que c'est un rôle de pivot, viendra le texte clé pour cette exploration chez Pérec, c'est W ou le souvenir d'enfance, qui est son autobiographie, dans laquelle, alors si vous voulez, c'est un texte qui, là encore, procède de l'oblique, parce que Pérec ne peut, c'est toujours la question, de ne pas être un témoin, donc il ne peut pas parler des camps de concentration directement, il en a parlé dans La disparition par une métaphore. Dans W, il en parle avec une structure particulière, c'est un texte qui est en deux parties, qui alterne un chapitre autobiographique, qui est en italique, qui est en romain, et un chapitre de fiction qui est en italique, avec une fiction qui est elle-même en deux parties. Dans la première partie, c'est un naufrage, c'est un naufrage où les passagers ont tous disparu, on ne retrouve pas... les passagers sont morts, mais parmi eux, il y a un enfant qui a disparu, enfant qui est en fait l'enfant Georges Perec qui a lui-même disparu. Et dans la deuxième partie, cette fiction, c'est une utopie sportive, c'est dans une île qui s'appelle W, et qui est en fait une sorte d'île où on entraîne des sportifs à la compétition, et on observe progressivement que les lois de cette île sont des lois arbitraires, injustes. Le but est qu'il y ait beaucoup de sport, beaucoup de spectacles, de faire souffrir les athlètes, etc. Et on comprend seulement à la fin qu'il s'agit effectivement d'une image du camp de concentration. Et dans l'autre partie, la partie autobiographique, c'est une partie qui affronte un problème, puisque Pérec dit « je n'ai pas de souvenir d'enfance ». C'est l'enfance qui a été ravie, et il explique bien qu'il n'a pas eu d'histoire personnelle, avec un petit h, parce qu'elle lui a été dérobée par l'histoire, avec le grand H, et Pérec dit l'histoire avec sa grande H, jouant sur le H majuscule, qui a détruit son enfance et qui l'a empêché d'avoir une enfance personnelle. Et ce texte revient sur la question de la disparition de la mère à plusieurs reprises. Donc voilà, avec vous voyez, des constructions fictionnelles extrêmement élaborées. Je ne rentre pas dans les détails dans W, mais W est notamment dédié à E, un E majuscule. C'est le E disparu de la disparition, c'est elle la mère et eux les juifs déportés. Donc on voit bien, si je reviens à mon propos, ce que j'étais en train de dire avant de faire cette parenthèse, cette longue parenthèse sur Pérec, que vraiment dans ces années autour de 68, il y a un changement de régime manifeste dans l'interrogation de cette identité, dans la mémoire des événements historiques qui se jouent. Alors c'est lié aussi à différents événements. Il y a mai 68, je l'ai dit, il y a aussi bien sûr la création d'Israël, plus ancienne, et puis le procès Eichmann qui va avoir lieu, ce genre de choses où on commence à prendre conscience vraiment de ces événements. Alors du coup, on a dans les années 70 une constellation de récits qui apparaissent. Alors, la disparition en 69, juste avant, en 68, vous avez La place de l'étoile de Patrick Modiano. Alors c'est son premier roman, et alors c'est un roman, je ne sais pas si vous avez un petit peu lu les œuvres différentes,
de toute l'œuvre qui va suivre. C'est un roman unique, qui est un roman désinvolte, un peu hystérique, qui est raconté par un narrateur qui s'appelle Raphaël Schlemilovitch, donc très marqué, hein, bien entendu, ici, et c'est un roman un petit peu halluciné qui va multiplier des tas de pastiches. Ça s'ouvre par un pastiche des pamphlets antisémites de Céline, notamment, où Raphaël Schlemilovitch va en fait pasticher tous les discours qui ont pu être tenus au cours du siècle sur le juif. Aussi bien les discours antisémites que les discours philosémites, j'en parlerai un petit peu après, les discours des écrivains d'origine juive, il y a un pastiche de Schwarzbart, il y a des pastiches de Proust, des pastiches de Céline, etc. etc. En fait, le problème de ce narrateur, c'est de se définir en tant que juif. Et c'est un roman assez symptomatique de la question identitaire telle qu'elle commence à se poser à ce moment-là. Et je dirais qu'elle continue à cristalliser de très nombreuses crispations à l'heure actuelle. La question identitaire, c'est vraiment la question de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Et là, face à ce trop-plein de discours sur l'identité juive, Raphaël Schlemilovitch a décidé de les adopter successivement les uns à la suite des autres, c'est-à-dire de se faire juif dans le regard de l'autre, comme le définit Sartre par exemple. Après-guerre, Sartre, dans les réflexions sur la question juive, définit le juif comme celui que regarde l'antisémite comme un juif. Donc, bien entendu, ça a suscité beaucoup de débats, puisque c'est une restriction. On ne peut pas restreindre une identité à simplement des critères négatifs. Donc, Schlemilovitch emprunte cette identité. Il emprunte aussi tous les stéréotypes antisémites, du juif qui couche avec les occidentales, du juif qui va faire de l'argent, du juif infiltré dans le terroir français, et puis aussi toutes les identités du juif martyr, du juif témoin dans l'après-guerre, etc., etc., pour montrer finalement qu'aucune de ces identités ne parvient à l'enfermer, à le définir. Il les accepte toutes, il les porte à l'extrême, et en même temps, si bien qu'aucune ne peut jamais convenir. Donc on voit bien comment ce roman fait vraiment symptôme par rapport à l'entrée vraiment dans une nouvelle manière de concevoir les choses, où vraiment la question identitaire est un pivot. Et alors, à peu près à la même époque, il y a aussi un roman de Romain Gary, qui est La danse de Gengis Khan, qui marque vraiment, là encore, un tournant dans l'œuvre de Gary, qui est la première, comme pour Pérec, la première exploration aussi directe de la question de l'identité juive, et là encore dans une forme d'histrionisme généralisé. C'est un roman assez halluciné. Si je le résume très vite, c'est Gengis Khan, un célèbre comique juif, qui a réussi à faire mourir quelqu'un de rire en camp de concentration, et qui est finalement abattu notamment par un SS qui s'appelle Schatz. Et dans l'après-guerre, ce SS, qui vit tranquillement en Allemagne, est finalement hanté, possédé par le Dibuk, c'est-à-dire c'est l'esprit de Gengis Khan, qui a pris possession de son corps. Si bien que Schatz se met parfois à parler yiddish, est obligé d'ouvrir un dictionnaire de yiddish pour se comprendre lui-même. Alors bon, il y a beaucoup d'humour noir aussi, il n'ose plus allumer le gaz. Souvenir dérangeant. Il n'ose plus se servir d'un savon parce que nous dit Gary, on ne sait jamais qui est dedans. Enfin voilà, ce genre de choses. Et si vous voulez, la complexité du texte, c'est que à la fois Gengis Khan est le Dibuk de Schatz, mais au bout d'un moment, c'est Schatz qui devient le Dibuk de Khan. C'est-à-dire, c'est pour nous montrer donc non seulement cette sorte de culpabilité de l'Allemagne, mais aussi d'autres pays par rapport à cette extermination, mais en même temps aussi la manière obsessionnelle dont le juif prend en charge l'identité de son bourreau, sa mémoire, etc. Si bien qu'on ne sait plus qui parle à certains moments dans le roman, si c'est Schatz ou si c'est Khan, jusqu'à ce qu'en fait les deux personnages deviennent les Dibuk du subconscient de l'humanité tout entière. Et l'intérêt, si vous voulez, du roman, c'est de montrer
qu'il n'est pas possible de séparer la victime et le bourreau. Romain Gary refuse une identification trop facile qui se ferait unilatéralement vers la victime. C'est-à-dire ce qu'on a pu d'ailleurs reprocher à une certaine littérature juive, c'est une dimension un peu lacrymale, un petit peu misérabiliste. Donc c'est le refus de s'apitoyer pour considérer que chaque homme est potentiellement un bourreau, et c'est pour Gary la seule solution justement pour que ça ne se reproduise pas. Ce n'est pas en sacralisant les victimes qu'on arrivera finalement à empêcher que ce genre de choses se reproduisent. Ce qui fait que Gengis Khan est totalement obsédé par sa culpabilité, il n'ose plus ouvrir le journal, parce qu'à chaque crime humain, il a l'impression que c'est lui qui en est le responsable. Et d'ailleurs, Romain Gary, dans son deuxième roman, qui s'appelle Tulipe, dès l'après-guerre, posait une question qui traverse finalement son texte et puis qui résume bien cette situation. Il disait « L'homme est-il allemand ?» Sous-entendu au sens du nazi, bien entendu. C'est ça la véritable question que veut poser Gary avec cette danse de Gengis Khan. Donc voilà, donc à partir de ces années 60-70, tournant véritable dans la question de l'identité, et qui va déclencher aussi, et puis après je passerai quand même à Cohen, parce que sinon on n'aura pas le temps, qui va déclencher une vague, ou conforter en tout cas, une vague sans précédent de philosémitisme chez certains intellectuels. Alors, philosémitisme qui existait déjà au début du XXe siècle, chez Peggy notamment, chez Apollinaire, mais qui là va prendre des proportions très importantes, sous la plume de Maurice Blanchot notamment, sous la plume de Marguerite Duras, qui autour de 68, alors ça, le personnage juif est un personnage récurrent dans l'œuvre de Marguerite Duras, mais il y a un tabou. Là encore, elle commence à écrire pendant cette phase de tabou de l'après-guerre, l'Olvestein, le ravissement de l'Olvestein, elle n'est juive que par son nom. Et Duras le dira ensuite dans des entretiens qu'effectivement c'est peut-être la première juive de ses romans, et Stein, Steiner sont des noms qui vont revenir, etc. Et autour de mai 68, avec Détruire dit-elle, Avan Savannah David, et puis tous les textes qui vont suivre, c'est vraiment la question de l'identité juive, la question des camps de concentration qui va revenir de façon beaucoup plus manifeste dans ses romans. Des philosophes aussi, philosémites, Derrida, alors Derrida c'est un philosophe juif, mais il participe à cette lecture dont je vais parler juste après, et puis on va trouver ça aussi chez Lyotard. Alors en fait, toute cette mouvance-là va interroger le juif pour reconstruire la pensée, va faire du juif, si vous voulez, une figure de l'altérité. Donc, de l'altérité poussée à son extrême. Derrida dit que le judaïsme, c'est une expérience de l'infiniment autre. Je pense que ça résume bien, c'est ce que dit aussi Blanchot. C'est donc pour eux, alors pourquoi c'est aussi lié à l'errance, au nomadisme. Le juif est celui qui n'est pas sédentaire, donc il n'a pas cette assurance que peut avoir le sédentaire, et il est obligé de considérer l'autre dans ce qu'il est. Et Lévinas, entre autres, va développer toute une éthique du visage qui est liée justement à la pensée juive, et notamment, pour simplifier, puis j'en reparlerai peut-être pour Cohen aussi, au commandement d'amour, d'aimer son prochain comme soi-même, qui est au fondement du judaïsme. Alors, et puis on va faire de ce judaïsme une image de l'écriture, comme si finalement, parce que le judaïsme en tant que religion est une religion qui se fonde sur le texte, sur la manipulation du texte. Vous savez que les exégèses dans la Kabbale, etc., se fondent sur le déplacement des lettres pour faire surgir des significations, ce qui n'est pas d'ailleurs indifférent aux pratiques de Pérec. Aussi, avec l'Oulipo, qui est le mouvement littéraire auquel il appartient, le lipogramme, c'est une forme de procédé kabbalistique aussi. Il y a une analogie très nette. Ce qui fait qu'il y aura aussi certains, on a pu reprocher à cette mouvance de désincarner la figure du juif, de le déshistoriser et de le faire tendre vers un juif un petit peu abstrait, qui serait un juif de la langue, un juif du langage, de l'écriture, de la poésie, etc. Voilà un petit peu, si vous voulez, si je retrace l'évolution au cours du XXe siècle, et puis après, au XXIe siècle, à l'heure actuelle, on observe véritablement une résurgence de l'antisémitisme, chez les intellectuels aussi, j'ai un certain nombre d'intellectuels. Alors un antisémitisme absolument différent, je terminerai là-dessus, du début du XXe siècle, parce que ce n'est pas un antisémitisme
exhiber, montrer, qui prend donc des nouvelles formes d'expression et qui peut notamment, alors on le constatait déjà au début du XXe siècle, mais se déguiser aussi sous les traits du philosémitisme. C'est-à-dire que par un amour excessif du juif, on peut maquiller certaines formes d'antisémitisme, faire passer certains propos. Certains intellectuels sont spécialistes dans cette question, donc faire l'éloge du juif pour souligner qu'il est différent, qu'il n'est donc pas assimilable, etc., etc., etc. Voilà, il y a tout un... Voilà, donc si vous voulez, le livre se termine sur une exploration de ces nouvelles formes, de la nouvelle rhétorique antisémite qu'on va trouver chez les intellectuels aujourd'hui.